Kia ora, nous sommes le mardi 15 juillet, heureuse de partager avec vous cette nouvelle édition de votre journal télévisé. Voici les titres. Nouvelle saisie historique aux Marquises, plus d'une tonne de stupéfiants, 900 kg de cocaïne et 180 kg d'ice ont été interceptés sur un voilier à Nukuhiva. Le maire de Lille, Benoît Cauteille, réagira en direct par téléphone. Nous vous en parlions hier, la Pétreille Express a pris le large aux aurores ce matin. 283 passagers pour son tout premier voyage entre Faratea et Papeete. On vous fait vivre cette traversée dans ce journal. Passation de commandement au RSMA de Polynésie française. Le colonel Frédéric Guerlinger dresse le bilan de 2 années d'action au service des jeunes polynésiens. Il est notre invité ce soir. Enfin, préparez-vous à un spectacle grandiose sous l'eau. La ponte des mérous marbrés attire des centaines de poissons. Un événement fascinant qu'on vous fait découvrir en fin de journal. On ouvre ce journal avec une saisie hors norme aux Marquises. Près de 900 kg de cocaïne et 180 kg d'ice ont été découverts sur un voilier au large de Nukuhiva. 2 hommes, un Hollandais et un Allemand, ont été arrêtés. Dans l'île voisine de Hivaoa, les habitants redoutent que les drogues dures atteignent leurs rives. Sur place, habitants et Hakaiki préparent l'arrivée du ministre des Outre-mer avec l'espoir de voir leur île épargnée. Merete Ato a recueilli leurs impressions. Les commentaires sont signés Esther Cuneo. Après Emmanuel Macron en 2021 et Gérald Darmanin en 2023, c'est au tour de Manuel Valls de faire un stop aux Marquises. Une destination visiblement prisée des chefs d'État. Mais dont l'ombre des visites ministérielles, une autre actualité retient l'attention sur place. Celle d'une saisie record de drogue dure et la crainte de voir ce fléau entrer dans l'archipel. C'est vrai qu'une tonne de drogue retrouvée dans l'archipel des Marquises, ça fait peur. C'est un chiffre alarmant, je pense. Et puis, d'autre part, ce n'est pas étonnant. Parce que aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la jeunesse sont touchés par ce fléau qui est la drogue. Les Marquises sont une voie de transition pour la drogue. Je ne connais pas le programme de Valls, les objectifs de sa venue ici, mais peut-être qu'il pourra proposer des solutions. Vraiment, on a très peur que le ice arrive chez nous dans nos îles aux Marquises. Mais bon, on ne sait pas si on est déjà touché ou pas. Pour l'instant, on nous dit que non, c'est très bien, mais pourvu que ça dure. Donc ça a un impact vraiment très négatif sur nos jeunes, sur notre population. Donc on aimerait vraiment être le plus longtemps possible épargné par ce genre de choses. Et on n'en veut pas chez nous, vraiment. La maire de Hivaoa sera rejointe par tous les élus de la CODIM pour accueillir le ministre et défendre ensemble leur volonté de développement ou d'autonomie de l'archipel. Mes 5 autres collègues Tavana arrivent jeudi matin, donc on est très contents. On va déjà lui dire merci beaucoup pour tout ce que l'État a investi chez nous, ici aux Marquises, surtout chez moi à Hivaoa, donc le réseau d'eau potable, le marché municipal et beaucoup d'autres projets que l'État a financés. Donc on voudrait déjà lui dire merci et discuter aussi au niveau de la commune, de la CODIM, des maires des Marquises. Donc essayer de voir est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de compétences aussi pour gérer les autres affaires. Donc on voudrait être assuré d'être couvert derrière tout ça. Voilà, et les projets économiques aussi pour notre île, le développement économique. À Hivaoa, il sera surtout question de patrimoine culturel, de potabilisation ou encore de la construction du marché municipal. Après une nuit à Hivaoa jeudi soir, le ministre s'envolera ensuite pour Rongiroa. Nous avons également contacté le maire de Nukuhiva, Benoît Cauteille. Il nous fait part de son ressenti et de ses attentes à l'avant-veille de la visite de Manuel Valls dans l'archipel. Benoît Cauteille, Kauhanui. Oui, Kauhanui, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, comment votre commune vit-elle cette nouvelle saisie record de stupéfiants? Bon, bien sûr, il y a une inquiétude au niveau de la population, surtout les parents.
qui veulent pas que ce fléau, que cette drogue soit livrée dans les îles, quoi. Donc apparemment c'est pas destiné à nos îles, mais quand même c'est arrivé. Le bateau était dans la baie de Taïwan, donc il y a quand même presque 1 tonne de cocaïne. C'est pas voilà, ça nous inquiète. Alors, cette drogue était destinée au marché australien. Est-ce que vous avez vraiment des inquiétudes pour votre population face à ces trafics qui se multiplient? Oui, parce que c'est pas la première fois qu'on trouve la drogue au niveau des îles Marquises, surtout à Nukuiva. Donc, il y a 3 ans, il y a eu une saisie de 400 kilos. Donc là, c'est un saisie record. Donc, on connaît un peu on sait que c'est l'itinéraire des trafiquants. Donc là, il faut vraiment que l'État et le pays, surtout l'État qui doit contrôler, bien sûr, la zone maritime. Ce sera l'occasion pour nous, les Hakaïki, d'évoquer ce sujet lors de la rencontre avec le ministre des Outre-mer. Mieux surveiller la zone, c'est l'une de vos demandes à Manuel Valls lors de sa visite officielle. C'est ça, c'est un des sujets qu'on va aborder lors de la rencontre. Okay. Merci Benoît Kautey. Et les saisies des douanes s'enchaînent puisqu'une mule a été appréhendée la nuit dernière à l'aéroport. Cette passagère transportait 900 grammes d'ice, cette fois à destination du marché local. Les syndicalistes de la Frappe ont fait le point à 2 jours de la fin de leur préavis. L'augmentation du point d'indice reste leur priorité, mais ils se disent ouverts aux négociations avec le pays. Ils sont prêts à échelonner cette revalorisation. Les détails avec nos journalistes Nicolas Pérez et Herehou Teariki. Le dialogue avec le pays n'a toujours pas repris. Et la Frappe reste déterminée à 48 heures de la fin de son préavis de grève. Pour le syndicat, le pays doit augmenter le point d'indice des agents de l'administration. Il est actuellement à 1080 francs. Nous avions proposé au président une première revalorisation à 1100 francs qui devrait intervenir en 2025 et ensuite de s'accorder sur qu'est-ce qu'on pourrait faire au 1er janvier 2026, au 1er janvier 2027. Donc, ce qui ne nous semblait pas saugrenu, d'autant que la fourchette de négociation oscillait entre 1200 et 1400 francs. Pour la Frappe, le gouvernement dispose des ressources financières nécessaires. Nous avons attendu le mois de mars-avril pour apprendre qu'il y avait 18 milliards d'excédents. 18 milliards de francs, c'est 18 000 millions de francs. Sur ces 18 000 millions de francs, 0 franc n'a été donné aux fonctionnaires. Dès jeudi minuit, la grève générale sera donc effective. Pas de retour en arrière pour les syndicalistes qui exhortent les fonctionnaires territoriaux à se mobiliser, quitte à les culpabiliser. Si vous êtes satisfait, si les 20 points vous conviennent, restez chez vous. Continuez à aller au travail, ne manifestez pas, mais ne venez pas un jour vous plaindre, évitez les discussions dans les couloirs, les discussions de comptoir dans les lieux fréquentés de la place. C'est maintenant, le droit de grève, il s'applique pour ça. Invitée ce soir par la présidence, la Frappe participera à des négociations aux côtés des professionnels du tourisme et des transports pour anticiper, voire éviter cette nouvelle grève générale. C'était un départ très attendu. La Petrei Express a effectué ce matin sa première traversée entre Wharatea et Papeete. En à peine 1 heure, 283 passagers ont pu arriver en ville confortablement installés à bord. Davidson Bennett était parmi eux. Le soleil n'est pas encore levé quand les 283 passagers montent à bord du navire qui les conduira vers la capitale. Les membres d'équipage accordent une attention particulière à la ponctualité de leur navette et au confort des voyageurs. Notre objectif, comme je le disais, c'est de faire la traversée en 1 heure. C'est à peu près ce qu'on a fait aujourd'hui avec les temps de chenalage. On a mis en tout 1h05. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est qu'on arrive à faire le trajet en un temps réduit de façon à ce que ce soit une vraie alternative positive et qui amène un vrai confort de vie supplémentaire pour les personnes qui emprunteraient du coup le navire. Les passagers semblent visiblement ravis du voyage. Ils apprécient le confort et l'espace qui leur sont proposés.
C'est une occasion de tester déjà et c'est agréable. Oui, s'il faut refaire, je le ferai. Hein, parce que c'est reposant déjà et puis c'est agréable. C'était bien, c'était calme, la mer. Moi j'ai dormi, j'étais fatigué, c'était tôt ce matin. Mais sinon c'était bien, une bonne ambiance. C'est une nouvelle offre. C'est une nouvelle offre de transport, mais maritime, qui peut accompagner le développement donc, de la presqu'île. En même temps, ça peut aussi aider les gens à profiter de ce moyen de transport pour aller un peu dans les îles aussi. Pour certains habitants, le coût du billet représente un frein. 1000 francs pour le bateau contre 200 francs pour le trajet en bus. C'est le prix du confort et le moyen de gagner 2 heures de sommeil en plus. Avec le bus, pour arriver aux alentours de 6 heures en ville, il faut quitter la presqu'île à environ 3 heures du matin. Cette desserte entre Papeete et Faratea représente un enjeu majeur pour le pays, s'inscrivant dans la stratégie de décongestion et de décentralisation des activités vers la presqu'île. Aujourd'hui, la desserte s'inscrit dans une démarche purement commerciale de l'APT Express vers les îles sous le vent. Mais à terme, on étudie également la possibilité de mettre en œuvre une desserte pendulaire quotidienne qui nécessitera certainement des aides publiques. Mais tout l'enjeu de l'étude, justement, c'est de quantifier dans quelle mesure est-ce que le pays pourrait aider pour mettre en place une telle desserte. Pour l'instant, la compagnie ne proposera qu'une navette directe entre Taravao et Papeete par semaine. Elle devrait en proposer 2 par semaine à partir du mois d'août. Après 2 années à la tête du régiment du service militaire adapté, le colonel Frédéric Guerlinger va passer le flambeau. Sous son commandement, plus de 800 jeunes ont été formés chaque année. Avec un résultat concret, 9 volontaires sur 10 sont insérés dans la vie active. Cette passation de commandement en présence de Manuel Valls souligne l'importance de la mission du RSMA en Polynésie française. Colonel Guerlinger Yaorana. Yaorana. Alors, quels sont les succès majeurs du RSMA sous votre commandement pour l'insertion et les formations professionnelles? Alors, tout d'abord, d'un point de vue de l'insertion, on accueille 2 types de populations, des stagiaires qui suivent une formation professionnelle et des techniciens qui vont avoir la possibilité d'avoir une première expérience professionnelle au sein du régiment. Et pour ces 2 types de populations, on a aujourd'hui un taux d'insertion qui dépasse les 90%. Donc 9 jeunes sur 10 sont insérés essentiellement et professionnellement lorsqu'ils sortent du RSMA. Quand le président Macron était venu en Polynésie en 2021, il a annoncé le lancement du RSMA à Ho, que vous avez d'ailleurs ouvert. Quel a été l'intérêt pour les jeunes Polynésiens? Alors déjà, on a réouvert une compagnie à Ho, ce qui permettait de se réimplanter dans les Tuamotu. On était déjà présent à Tahiti, aux Marquises et aux Australes. Et donc ça permettait à des jeunes des Tuamotu d'avoir une compagnie de formation professionnelle dans leur archipel. Donc la compagnie a effectivement été créée dès 2022 et tourne aujourd'hui à plein régime depuis 2024. Vous évoquiez un peu plus tôt vos chiffres qui sont d'ailleurs excellents, 90% d'insertion. Mais le RSMA n'est-il pas aussi le symptôme de la faillite de l'école puisque vous prenez en charge de nombreux analphabètes? Alors on prend des jeunes qui peuvent être en difficulté, effectivement. On a un taux d'illettrisme qui se stabilise entre 20 et 30%. Et l'enjeu pour nous, ça va être justement de permettre à ces jeunes de réapprendre. Donc on a un dispositif d'acquisition des savoirs de base avec des professeurs des écoles qui nous sont affectés au sein du régiment, en partenariat avec l'éducation nationale et le vice-rectorat. Et ça permet ainsi de lutter contre l'illettrisme et l'électronisme également. Comment le RSMA adapte-t-il ses formations aux besoins changeants du marché de l'emploi polynésien? Alors c'est quelque chose qu'on fait chaque année. On va questionner les autorités locales, on va questionner le gouvernement, le pays, on va travailler avec le Haut-Commissariat et également avec les entreprises pour savoir un peu comment évolue le marché de l'emploi et quels sont les besoins du marché de l'emploi en termes de formation. Et une fois qu'on a fait ce travail avec l'ensemble de nos partenaires, on va adapter notre carte de formation professionnelle. Et donc chaque année, on va créer 1 ou 2 formations et potentiellement en supprimer d'autres qui sont plus pertinentes. Au-delà des chiffres, le RSMA a-t-il un impact sur le développement polynésien?
Alors c'est justement l'objectif du régiment, c'est de s'adapter aux priorités du pays. Donc aujourd'hui, les priorités du pays, elles sont dans l'économie bleue, dans l'économie verte, dans le numérique. Et donc on travaille à développer ce type de filière au sein du régiment. Dernière question, le RSMA a participé au Hurata Peru l'année dernière. Quelle importance a cet engagement culturel pour le régiment ? Alors on a effectivement participé à ce concours, on a également participé au Himene. En fait, l'objectif pour nous, c'est de permettre aux jeunes de se réapproprier leur culture, la culture polynésienne. C'est aussi un moyen pour nous de leur redonner confiance en leur permettant de réaliser de belles choses au travers des prestations qu'ils ont pu réaliser lors de ce concours. Et puis tout simplement, ça permet de diffuser la culture polynésienne au sein du régiment. Vous avez dansé ? Ça m'est arrivé, mais j'ai pas eu trop de succès, donc je laisse ça aux jeunes qui sont bien formés et qui font ça beaucoup mieux que moi. Merci, colonel Guerlinger. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de vos engagements. Merci à vous. Changement d'horizon, direction Fakarava. La Passe Sud attend son spectacle annuel, la Ponte des Mérous marbrée. Des centaines de poissons s'y rassemblent pour une reproduction collective attirant de nombreux prédateurs, mais aussi des plongeurs du monde entier. Laure Philibert sur des images de Julien Anton. C'est un spectacle qui ne se déroule qu'une fois par an. La Ponte des Mérous est déclenchée à l'arrivée des pleines lunes de juin ou juillet, au cœur de la saison fraîche. 15 à 20 000 mérous se rassemblent à la Passe Sud de Fakarava, réserve marine reconnue par l'UNESCO depuis 2006. Les femelles expulsent collectivement leurs œufs, fécondés avant d'être emportés par le courant, loin des prédateurs. On peut reconnaître le mâle et la femelle chez le quito, puisque c'est une espèce qu'on appelle protogyne. Protogyne, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'ils naissent femelles et qu'au bout d'un moment, dans leur cycle de vie, ils deviennent mâles. Et la couleur va être un petit peu différente. Les femelles vont être un peu plus brunes, alors que les mâles vont être un petit peu plus grisés. Les mérous qu'on va retrouver effectivement à la pleine lune ne sont pas les seules espèces à procéder à une période de frai dans la Passe Sud de Fakarava, puisqu'on va aussi retrouver des perches pagaies, d'autres espèces encore, qui vont se regrouper, former ces grandes agrégations pour se reproduire. Ces concentrations de poissons attirent les prédateurs, requins, napoléons et thons, qui se nourrissent des larves ou des femelles épuisées. Mais suffisamment de juvéniles survivent et assurent la pérennité de l'espèce. Immortalisé par le photographe et vidéaste Laurent Balesta, le phénomène réunit chaque année des plongeurs du monde entier. Donc, notamment pendant la nuit, procéder à des chasses qui sont particulièrement impressionnantes envers nos quitos, nos mérous, qui vont devoir du coup un petit peu se cacher, un petit peu jouer d'ingéniosité pour pas se faire manger, alors qu'ils vont dépenser beaucoup d'énergie effectivement lors de cette reproduction. Si la Passe Sud de Fakarava est le site de ponte le plus connu, d'autres abritent aussi des mérous, comme l'atoll de Ahé. C'est la fin de ce journal. Marurumet Ei pour votre fidélité. En début de soirée, retrouvez votre magazine Ink et au cœur du Reiva. Puis place à la magie et à la musique avec Camila Cabello et le film Cendrillon. Très bonne soirée à tous. À demain, même heure. On se quitte sur la très belle prestation de Tamriki Poerani au Reiva Itaiti 2025.